On tient à remercier particulièrement les producteurs laitiers du Canada qui ont financé ce webinaire. Puis, il est organisé par Lactanet dans le cadre du projet national de transfert du savoir en production laitière des PLC. Alors, on les remercie très, très sincèrement, les producteurs laitiers du Canada. Alors, le premier webinaire, ça porte sur la gestion du troupeau et alimentation des animaux. Alors, on va parler de méthane entérique et d'alimentation. On va parler aussi de longévité, d'élevage, de génisme et santé du troupeau. Puis pour vous, bien, on a été chercher des merveilleuses aussi. Tout est merveilleux finalement. On a été chercher des gens pour un peu nous démystifier ça. Puis on va avoir une productrice qui va nous témoigner de son expérience. Alors, tout d'abord, Dominique Maxime de Lactanet va nous parler un peu de durabilité et d'environnement. Ensuite, nous avons la chance d'avoir un chercheur du Centre de recherche et de développement de Sherbrooke d'agriculture et agroalimentaire Canada, Shauki Benchar, qui va nous parler de méthane entérique et alimentation animale. Dominique Maxime, ne reculant devant rien, va revenir pour nous parler de l'indice de durabilité du troupeau. Et puis, on va voir Viviane Mathieu de la ferme Caribou qui a donné une très belle entrevue sur, elle, son expérience dans ce domaine. Alors, puis à la fin, bon, on va voir quelques informations pour vous pour que vous puissiez en bénéficier pleinement. Alors, sur ce, une fois qu'on est là, on va... Lorsque l'on s'intéresse à l'environnement en production agricole, on est amené à évaluer comment les activités vont causer certains impacts ou à l'inverse, comment de meilleures pratiques vont pouvoir permettre de réduire ces impacts. Et c'est de même lorsque l'on s'intéresse à des enjeux ou des contributions de dimension économique ou encore de dimension sociale. Vous voyez qu'il y a finalement toute une série d'enjeux qui concernent les producteurs laitiers individuellement ou collectivement, mais aussi leurs parties prenantes comme leurs employés, leurs fournisseurs, leurs clients, et qui concernent ultimement jusqu'à la société qui est nourrie grâce aux produits alimentaires. La durabilité est donc une notion qui englobe toutes sortes de choses selon la perspective que l'on considère et aussi selon qui en parle et à qui on en parle. Et être durable, au final, c'est donc trouver cet équilibre ou faire les meilleurs compromis entre des aspects qui touchent à l'environnement, mais aussi aux dimensions économiques et sociales. Alors, dans le cadre de ces webinaires, nous nous limiterons toutefois au volet environnemental. En effet, notre objectif est plutôt de prendre une perspective qui est en phase avec les sujets forts du moment et pour lesquels le secteur laitier s'est engagé en termes de résultats à moyen ou à plus long terme. Alors, c'est par exemple l'objectif de carboneutralité à l'horizon 2050 du gouvernement du Canada, mais aussi finalement du secteur laitier, avec pour cible intermédiaire du lait bas carbone d'ici là. Il y a également un engagement national pour la réduction des émissions de méthane, tout secteur confondu, d'ici 2030. Et puis, de même, se développent des initiatives par les provinces, à l'échelle des fédérations, par exemple, comme des stratégies de durabilité ou des feuilles de route. Et puis, il y a aussi des engagements de l'ensemble des acteurs de la transformation laitière pour des cibles de réduction de l'empreinte carbone des produits laitiers transformés, pour lesquels les émissions de gaz à effet de serre à la ferme, donc à la production, contribuent pour la majeure partie. C'est pourquoi nous avons choisi de structurer ces 3 webinaires en sélectionnant des thèmes qui sont centraux dans la stratégie de carboneutralité. Ainsi, on se référera régulièrement au guide des pratiques de gestion bénéfique pour la carboneutralité, récemment publié par les producteurs laitiers du Canada. Alors, la carboneutralité, comme vous pouvez le voir sur la droite, ça consiste à viser un bilan net qui soit nul en 2050 des gaz à effet de serre associés à la production laitière. D'abord en réduisant le plus possible les émissions de ces gaz à effet de serre et ensuite en cherchant à éliminer ou retirer de l'atmosphère du CO2 grâce à la séquestration durable de carbone dans la biomasse ou dans les sols. Alors on est conscient que les émissions ne seront à elles seules jamais nulles, d'où l'importance des pratiques de gestion bénéfique et d'accroître la séquestration le plus possible. On peut voir sur la figure de gauche les sources d'émissions de gaz à effet de serre qui sont associées à la production laitière. Les gaz les plus préoccupants sont principalement le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, chacun ayant un impact différent sur le changement climatique. Par exemple, une même quantité de méthane a un impact environ 30 fois plus important que le dioxyde de carbone
et le protoxyde d'azote jusqu'à 300 fois. Réaliser le bilan des gaz à effet de serre demande de réaliser l'inventaire des émissions de ces 3 gaz à effet de serre en abordant une perspective cycle de vie, où l'ensemble de la chaîne de valeur est pris en compte et pas seulement ce qui se passe sur la ferme. Donc les gaz à effet de serre des opérations qui sont en amont, voire en aval de la ferme, qui contribuent indirectement à la capacité d'exploitation de la ferme laitière, sont également pris en compte. Et aussi la séquestration du carbone dans les sols et la biomasse, notamment celle des prairies, des plantes pérennes ou de la biomasse ligneuse comme les arbres ou les haies, est un levier important pour atteindre la neutralité carbone. Donc ce puits de CO2 contribue à la réduction de l'inventaire global des gaz à effet de serre. En réalisant cet inventaire et en le rapportant par kilogramme de lait, on est capable ainsi d'établir ce qu'on appelle l'empreinte carbone du lait et surtout d'identifier les activités de la ferme ou voir les activités en amont ou en aval par lesquelles les émissions sont les plus importantes afin ensuite justement de prioriser des actions. On voit ainsi à droite que c'est le méthane entérique, la production des aliments et également la gestion des fumiers qui sont les 3 plus gros contributeurs de l'empreinte carbone moyenne du lait au Canada, selon la dernière étude en date réalisée pour les producteurs laitiers du Canada. Alors, notez toutefois que ces proportions pour l'année 2016 n'incluaient pas à l'époque le poste de la séquestration de carbone dans le sol et la biomasse. Merci beaucoup, Dominique, mais ne nous abandonne pas puisque tu es prévu nous revenir après la conférence de M. Shaouki Benchar. Alors, il est chercheur scientifique, comme je le disais précédemment, spécialisé dans la nutrition des vaches laitières et métabolisme de production de laitière durable. Il travaille à Agriculture et Agroalimentaire Canada au Centre de recherche et développement de Sherbrooke. Alors, ça nous fait très, très plaisir de vous accueillir, puis c'est à votre tour, là. On vous écoute. Oui, merci Pierre. Est-ce que vous m'entendez bien? Excellent. OK. Bonjour tout le monde. Donc, je remercie Lactanet et via eux, les producteurs laitiers du Canada. Donc, de cette invitation pour ce webinaire et surtout me donner l'opportunité de faire un résumé en 15 minutes de ce qui se passe dans le domaine du méthane entérique et ses réductions via l'alimentation animale. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter, vous expliquer du moins sommairement d'où provient le méthane qui produit dans le rumen de la vache, c'est-à-dire dans l'estomac de la vache. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la vache ingère une ration ou une diète, donc c'est essentiellement les glucides qui, lorsqu'ils arrivent au niveau du rumen, donc ils sont soumis à la dégradation et à la fermentation par les microbes qui colonisent le rumen, et donc il y a production de produits finaux de la digestion. Les premiers que vous connaissez probablement, ce qu'on appelle les acides gras volatiles, en abréviation ce sont les AGV. Les 3 principaux sont l'acétate, propionate et butyrate. Et donc cette fermentation des aliments, il y a aussi une production de dioxyde de carbone, une production de l'hydrogène, et dans le rumen, il y a des micro-organismes qui ne sont pas des bactéries, qui sont très spécialisées, donc elles vont prendre le CO2 et l'hydrogène. Donc ces micro-organismes, on les appelle les méthanogènes, donc elles vont réduire le CO2 pour produire du méthane. Et donc c'est de cette façon-là que le méthane est produit au niveau du rumen. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est que les AGV ou les acides gras volatiles sont une source d'énergie importante pour les ruminants. On estime jusqu'à 70% de l'énergie métabolisable est fournie à partir de cette source-là. À l'inverse, le méthane, c'est une perte d'énergie productive pour l'animal. Donc, si on regarde point de vue beaucoup plus détaillé cette méthanogénèse ou la production de méthane au niveau du rumen, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément clé, c'est l'hydrogène. Donc, cette figure présente une explication un peu plus détaillée. Donc, les matières végétales, plus particulièrement les glucides, une fois qu'ils sont dégradés, donc ça donne le glucose qui, lui, est fermenté, je le disais tout à l'heure, en acide gras volatile, essentiellement l'acétate, le butyrate et le propionate. Les 2 premiers, c'est-à-dire l'acétate et le propionate, quand ils sont synthétisés par les microbes, sont accompagnés d'une libération de l'hydrogène. Ce que vous voyez ici, des flèches
en vert, donc ça alimente le réservoir d'hydrogène. À l'inverse, la synthèse de propionate par les bactéries, elle utilise l'hydrogène. Donc, vous avez ici deux processus fermentaires qui n'agissent pas de la même manière au niveau de la production d'hydrogène. Ce qui se passe aussi, c'est que dans ce cas-là, il faut comprendre que toute stratégie alimentaire qui stimule la production d'acétate, donc elle stimule la production de méthane, parce que ici, vous voyez ici, le méthane ici, dans ce cas-là, la méthanogénèse aussi, elle utilise de l'hydrogène pour produire le CH4. Donc là, je reviens, donc quand vous prenez des rations riches en fourrage, donc des fibres, donc l'acétate est très associé à la dégradation, la fermentation des fibres. Donc là, ça libère de l'hydrogène. Donc l'hydrogène, donc ce qui fait, ça met à la disponibilité des méthanogènes plus d'hydrogène, donc la production de méthane augmente. À l'inverse, quand vous avez des rations, par exemple, riches en concentré, donc riches en amidon, donc c'est le propionate qui est stimulé au niveau du rumen. Et dans ce cas-là, le propionate va utiliser l'hydrogène, ce qui empêche ou réduit la disponibilité de l'hydrogène pour les méthanogènes, et donc ça réduit la production de méthane. Donc, comment le méthane est relâché au niveau de l'atmosphère? C'est que contrairement, j'allais dire, premièrement, je vais revenir vite fait que 87% du rumen, de méthane est produit au niveau du rumen. Le reste est produit dans le gros intestin et le côlon. Donc, ces proportions-là varient également en fonction de la nature de la diète qu'ingère la vache. Et contrairement, j'allais dire, aux croyances populaires, le méthane n'est pas relâché dans l'atmosphère essentiellement par flatulence. En effet, 95 à 99%, il est relâché à travers les naseaux et la bouche de la vache, essentiellement à travers la respiration et l'éructation. Fait intéressant, c'est que les vaches, contrairement aux êtres humains, donc quand elles rôtent, les rots sont très silencieux, donc ça ne dérange pas personne. Et le reste, 1,5%, est relâché dans l'atmosphère via le rectum. Je disais tout à l'heure que le méthane est également une perte d'énergie productive. Donc, si vous reprenez les ruminants de façon générale, 2 à 12% de l'énergie brute ingérée est perdue sous forme de méthane. Cette proportion, elle est de 4 à 7% pour une vache en lactation qui ingère une ration en base de fourrage, et elle est de 3 à 4% de l'énergie brute ingérée pour les bovins de parc d'engraissement, essentiellement les bovins, ce qu'on appelle en anglais les feedlots, qui ingèrent jusqu'à 90% en stade de finition des rations à base de grains. Donc, si on regarde quels sont les effets bénéfiques de l'atténuation de la production de méthane, surtout chez les vaches laitières, donc tout à l'heure, Dominique disait que le méthane, c'est un puissant gaz à effet de serre, donc c'est vraiment un intérêt environnemental à réduire le méthane. Il est également une perte d'énergie pour l'animal. Donc, lorsqu'on est les producteurs laitiers, on essaye de réduire les émissions de méthane, donc il y a un double avantage à ça. D'abord, un avantage environnemental à long terme et des avantages économiques à court terme. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comment réduire le méthane, j'aimerais attirer votre attention sur l'unité d'expression du méthane, des émissions de méthane, parce que ça crée beaucoup de confusion quand on parle de réduire le méthane. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux façons d'exprimer le méthane. Là, je l'ai résumé vite fait. Il y a les émissions absolues, c'est-à-dire ce sont des quantités, ce sont de tonnes de CO2 équivalents par an. Et ce sont justement ces émissions absolues que les pays signataires, dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, ces pays signataires se sont engagés à réduire les émissions absolues, c'est-à-dire les quantités. Nous, en tant que chercheurs et surtout en tant que producteurs, les producteurs laitiers du Canada par exemple, on vise à réduire l'intensité des émissions de méthane, c'est-à-dire la quantité de CO2 équivalent par kilogramme de lait. Donc, il faut savoir que la production de méthane dans le rumen, elle est en relation proportionnelle avec la matière sèche ingérée, c'est-à-dire ici la consommation volontaire de matière sèche. Donc, cette figure-là, donc vous voyez très bien que lorsqu'on regarde la quantité de méthane en grammes par jour qui est émise, elle
elle évolue pratiquement de façon linéaire. Donc, ça se courbe un petit peu plus lorsque les niveaux d'ingestion augmentent. Je l'expliquerai tout à l'heure pourquoi. Donc, les vaches laitières, donc généralement, quand on compare par rapport à d'autres espèces ruminants, donc une vache en lactation, c'est à peu près 700 litres par jour, une vache tarie, c'est 700 litres par jour, alors qu'un mouton, c'est 50 litres par jour, puis un bovin de boucherie, c'est 10 à 200 litres par jour. Donc, les approches quand on vise à réduire l'empreinte de carbone, c'est-à-dire l'intensité des gestes du lait, donc ce qu'on fait en réalité, c'est que ce qu'on vise encore, on peut l'atteindre de deux façons. Donc, on peut agir directement sur la production de méthane dans le rumen, et dans ce cas-là, on vise à réduire la quantité de méthane émise par unité de lait, ou encore on essaie d'améliorer la productivité, et dans ce cas, on produit plus de méthane par unité, plus de lait par unité de méthane émise. Et donc là, c'est ce que font depuis longtemps les producteurs laitiers à travers différentes façons, c'est-à-dire la génétique, l'alimentation. Donc on essaye d'améliorer la production laitière. Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette amélioration de la productivité, donc l'empreinte de carbone a diminué de 24% au niveau de la production laitière au niveau du Canada, et ce depuis de 1990 à 2019. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais parler des stratégies alimentaires qui aident à atténuer la production de méthane entérique. Donc, je commence d'abord par les fourrages, parce que les fourrages sont très importants dans l'alimentation de la vache laitière. Pour résumer, tout type de fourrage ou espèce de fourrage ou la qualité de fourrage qui augmente l'ingestion, elle aide à réduire la quantité de méthane produite par kilogramme de lait, parce que quand la vache ingère plus, donc il en va de soi, donc il y a plus de nutriments disponibles pour que la vache produise plus de lait. Donc, si on prend par exemple la première comparaison, nous, qu'on a faite à Sherbrooke, c'est qu'on a comparé par exemple l'ensilage de maïs ou l'ensilage d'orge versus les légumineuses ou les graminées. Donc, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on apporte de l'ensilage de maïs, donc la concentration en amidon, elle est plus élevée, donc ça réduit le méthane. Je l'ai expliqué tout à l'heure, parce qu'il y a plus de synthèse de protéines, mais en même temps, avec une ration à base d'ensilage de maïs, la productivité de l'animal augmente, ce qui conduit donc à moins de méthane émis par kilogramme de lait. Lorsqu'on prend les légumineuses, on a comparé également les légumineuses aux graminées. Là, c'était l'ensilage de luzerne versus l'ensilage de fléole. Les légumineuses, donc, ayant moins de fibres, donc elles contiennent moins de fibres, ce qui fait le taux de passage des aliments est rapide dans le rumen, donc la vache ingère plus. Donc, il y a moins de méthane lorsqu'on exprime le méthane par kilogramme de matière sèche ingérée. Et il est connu aussi qu'une ration à base de légumineuses par rapport à graminées augmente la productivité de l'animal, parce que la vache ingère plus de nutriments, et donc il y a moins de méthane par kilogramme de lait. Là, j'aimerais attirer votre attention de cette règle que les légumineuses versus les graminées produisent moins de méthane par kilogramme de lait. Il faut faire attention, parce que la maturité des plantes au moment de la récolte peut être un facteur de confusion. Donc, il faut vraiment que, par exemple, les légumineuses soient récoltées à un stade optimal pour garder leur qualité. Il y a aussi, on peut agir aussi au niveau de la ferme en améliorant la qualité du fourrage. Il faut avouer que ce n'est pas toujours facile, surtout avec les conditions climatiques qu'on connaît. Donc, l'exemple, c'est que si on récolte un fourrage à un stade optimal ou bien une maturité précoce, donc la matière sèche ingérée et la digestibilité sont plus élevées, et donc il y a moins de méthane lorsqu'il est exprimé par rapport à la matière sèche ingérée ou bien par rapport à la quantité de lait produite. L'autre stratégie alimentaire dont on entend beaucoup parler, c'est ajouter du gras insaturé, particulièrement le gras végétal, dans l'alimentation de la vache laitière. L'avantage, c'est qu'on a les sources de gras sont très disponibles sur le marché. Cependant, j'aimerais attirer votre attention que l'effet de mitigation du gras insaturé sur le méthane est très variable. D'abord, selon le niveau de supplémentation ou d'apport
du méthane. Nous, on est arrivé que il faut vraiment réduire moins que de 4% de la consommation volontaire de matière sèche, quoique ça varie selon le type de ration, surtout le type de fourrage qu'on met. Il y a aussi la forme du supplément de gras. Généralement, les huiles sont plus efficaces que les graines entières pour réduire le méthane. Il y a aussi le traitement des graines. Si vous prenez par exemple des graines extrudées, elles sont plus efficaces que les graines entières. Il y a la composition en acides gras. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Sachez seulement que les acides gras à chaîne moyenne, comme le C12 ou C14, ou à longue chaîne, le C18-3 par exemple dans la graine de lin ou l'huile de lin, sont plus efficaces. Il y a le type de ration. Donc, nous, on a fait des travaux et on a montré que les rations riches en céréales sont plus réactives que celles riches en fourrage. Il y a un élément qui limite l'utilisation du gras saturé pour réduire le méthane. D'abord, le coût élevé. Donc, ça, c'est connu que des graines ou des huiles, c'est vraiment, le coût est élevé. Donc, on peut utiliser, par contre, d'autres sources de gras, d'autres alternatives. Par exemple, les drèches de distillerie de maïs, nous, on les a essayées, puis on réduit le méthane de 14%. Toute stratégie, par exemple, si le gras est ajouté, puis ça améliore la productivité, cela pourrait aider à compenser le coût élevé. Donc, selon la qualité, la quantité et la forme ajoutée, on peut avoir des effets négatifs sur la synthèse des matières grasses du lait et la digestion des fibres. Et bien sûr, quand le taux de gras baisse, ce n'est pas quelque chose que le producteur recherche. Donc là, je vous ai présenté juste vite fait deux exemples comment on peut réduire le méthane. Donc là, il faut savoir quel est l'impact des stratégies alimentaires qui visent à réduire le méthane, essentiellement sur les émissions de méthane par le fumier. Là, je donne deux exemples lorsque nous, on a fait ce qu'on a fait à Sherbrooke. On a remplacé l'ensilage de luzerne par l'ensilage de maïs. On a obtenu jusqu'à 10% de réduction. On a ajouté des matières grasses, comme l'huile de lin. On a réduit jusqu'à 25%. Le problème, c'est que dans les deux cas, dans les deux scénarios, on a la digestion des fibres dans l'urine humaine a été réduite. Donc, ce qui fait, c'est qu'on a eu ce qu'on appelle une augmentation de la teneur du fumier en matière volatile. Ça, les matières volatiles, c'est essentiellement la matière organique. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui se passe sur les émissions du méthane lorsque le fumier est entreposé, sachant que lorsque le fumier est entreposé, dans les installations où le fumier est entreposé, il y a également des méthanogènes. Donc, nous, on a essayé de quantifier ça. On a pris l'exemple des drèches de distillerie de maïs et on a vu que lorsqu'on alimente on inclut dans la ration de vache laitière jusqu'à 30% des drèches de distillerie de maïs, eh ben, les émissions fugitives, ce qu'on appelle les émissions de méthane par le fumier entreposé, ont augmenté de 14%. Et rappelez-vous que je disais tout à l'heure que les drèches ont réduit le méthane entérique de 14%. Donc, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé, c'est que le gain qu'on a obtenu via la réduction du méthane d'origine entérique, eh ben, il a été complètement annulé par une augmentation du même niveau des émissions de méthane par le fumier entreposé. Donc ça, c'est vraiment, j'attire votre attention qu'il ne s'agit pas d'appliquer une stratégie alimentaire de réduire le méthane seulement, mais tenir compte de l'impact que cette stratégie peut avoir sur les émissions de méthane ou bien d'autres gaz à effet de serre au niveau de la ferme. Donc, d'où l'importance de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Ça, c'est important parce que l'analyse de cycle de vie, on utilise un modèle. Dans notre cas, on a utilisé le modèle développé par Agriculture Canada qui est OLOS. Et ça, l'analyse de cycle de vie, elle va au-delà de l'empreinte du méthane d'origine entérique parce qu'elle quantifie les émissions nettes au niveau de la ferme. Là, je parle au niveau de la ferme, on ne sort pas, j'allais dire, lorsque le lait est exporté de la ferme. Donc là, j'ai pris un exemple d'une étude qu'on a faite. Donc, on a comparé une ration à base d'ensilage de maïs versus une ration à base d'ensilage de luzerne. Et si vous regardez ici sur cette diapositive, lorsqu'on a fait cette étude, on a observé une réduction de 10% du méthane d'origine entérique. Et donc, lorsqu'on a utilisé OLOS pour voir toutes les émissions
qu'on a ici. Donc ici, les émissions par le fumier, de protoxyde d'azote, etc. Donc la seule chose qui a changé ici, c'est qu'il y a plus d'énergie des émissions à partir de CO2. Ça, c'est dû à l'énergie utilisée pour cultiver le maïs. Et par contre, au niveau des émissions totales, il n'y a pas eu de changement, ce qui fait que l'empreinte de carbone, dans ce cas-là, est exprimée par rapport au lait corrigé pour le gras et la protéine, elle a été pratiquement identique entre les deux rations à base d'ensilage de luzerne, tout simplement parce que l'augmentation ici des émissions de CO2 ont été compensées par une diminution du méthane d'origine entérique. Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer l'importance de faire une analyse de cycle de vie pour s'assurer que la réduction des émissions de méthane entérique n'affecte pas ou n'augmente pas les émissions d'autres gaz au niveau de la chaîne de production, au niveau de la ferme. Donc là, je vais vous parler des additifs alimentaires. Vous le savez très bien, il y a beaucoup d'additifs alimentaires qui sont sur le marché, qu'ils soient développés pour, j'allais dire, améliorer la productivité ou améliorer l'efficacité alimentaire, ou bien d'autres récemment qui ont été développés spécifiquement pour réduire le méthane. Et je vais vous parler dans ce cas-là d'un inhibiteur qu'on connaît sous le nom chimique le 3-nitroxypropanol, les 3-NOP. Et cet inhibiteur, il est connu sous le nom de Bovaer, qui a été récemment approuvé à utiliser par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à utiliser dans la ration des vaches laitières pour réduire le méthane. Donc là, c'est une étude qui a été faite par nos collègues américains, donc c'est une essai sur 12 semaines, où on a ajouté le 3-NOP ou le Bovaer à raison de 3 doses différentes, 40 mg, 60 mg et 80 mg par kilogramme de matière sèche ingérée. Vous avez ici en brun en haut, ce sont les émissions quantifiées sur 12 semaines et vous regardez que par rapport au contrôle, ici, les 3 doses ont réduit de façon, j'allais dire, constante, de façon systématique, les émissions de méthane lorsqu'elles s'expriment en grammes par jour. Lorsqu'on fait la moyenne de 3 doses, c'est une réduction de 30%, ce qui est vraiment importante. Ce qui est intéressant avec cet essai-là sur le 3-NOP, c'est qu'il n'y a eu aucun effet sur la consommation de matière sèche et la production de lait ou encore la composition de lait. Je parle essentiellement ici de la teneur en protéines ou du rendement en protéines et en gras. Donc le 3-NOP, il est efficace pour réduire le méthane. Donc je disais, c'est 30% de baisse en moyenne chez la vache laitière. Le coût, paraît-il, il est élevé. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est à peu près 50 sous par 50 sous, qui est pour la dose qu'on utilise, qui au Canada, c'est entre à peu près 60 mg de 3-NOP actif, je veux dire. Donc, le 3-NOP, il est métabolisé au niveau du rumen, donc de très faible concentration qu'on trouve au niveau du lait ou même de la viande. Des études ont été faites qu'il y a un risque faible pour la santé humaine parce que, encore une fois, il n'y a pas d'effet négatif sur la santé humaine. Je le disais, ça a été approuvé au Canada sous le nom de Bovaer 10. Donc, pour le moment, moi, je vois les seuls obstacles à l'adoption de ce 3-NOP, c'est d'abord l'acceptation par le consommateur. Il faut voir que le consommateur, il est très sensible dans tout ce qui contenu utilise et additif alimentaire, bien que les études ont démontré qu'il n'y a pas d'effet à craindre sur la santé. Il y a aussi l'augmentation du coût de l'alimentation, parce que surtout s'il est accompagné, parce que comme je l'ai montré, il n'y a pas d'amélioration dans la productivité des animaux. Ça risque de créer un frein pour l'adoption de cet additif dans l'alimentation pour réduire le méthane. Et donc pour encourager les producteurs laitiers d'utiliser, donc il serait peut-être qu'il serait important qu'il y ait des incitatifs, c'est-à-dire payer le litre de lait plus cher pour un lait à faible empreinte de carbone. Je pense que ça, c'est très important de le faire. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, c'est passionnant.
Alors, il Oui, je faudrait... vais finir, j'ai promis de c'est finir en ça. 15 jours. Donc, En 15 15 jours, en 15 jours, minutes, je oh, vais dire, oui. 15 minutes, c'est Euh, mieux. oui, Allez-y. donc, je vais vous parler vite fait des algues rouges parce qu'on parle beaucoup des algues rouges. Donc, ce sont des algues qui ne sont pas natives du Canada, donc qui contiennent du bromoforme qui lui inhibe directement les méthanogènes. Donc, ça, c'est un essai qui a été fait à Penn State, donc à Davis, excusez-moi. Et ce type d'algue rouge, il a été inclus dans la ration des raisons de 0,5% et 1%. Et vous le voyez ici à un taux élevé. Donc, il y a une réduction de la matière sèche ingérée et il y a une réduction aussi de la production de lait. Donc, il y a un effet négatif lorsqu'on met 1% d'algues dans la ration. Là, ici, dans cette étude-là, ils ont rapporté le bromoforme. Donc, on obtient ces concentrations, c'est de l'ordre de 0,15 microgrammes par litre, ce qui est vraiment inférieur à la limite de 100 mg par litre fixée par Santé Canada pour l'eau potable. Donc, vite fait, les algues rouges peuvent être importantes pour réduire le méthane. C'est juste, il y a encore de faire attention parce que à des doses élevées, le bromoforme est dangereux, donc il est considéré cancérigène par Santé Canada. Ces algues rouges, on ne les produit pas au Canada, donc si on les importe, donc ça nécessite j'allais dire le transport, etc. Donc plus de gaz à effet de serre associé à l'importation. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on a conduit récemment, les résultats ne sont pas encore publiés, mais ils seront communiqués au prochain congrès américain. Donc, on a utilisé des algues brunes canadiennes à une dose de 0,25% de la matière sèche ingérée. Très intéressant, on a réduit le méthane entérique de 46% sans effet négatif sur la consommation de matière sèche ou les performances laitières. Encore, comme je le disais toujours, que ce soit pour les algues, que ce soit pour le 3-NOP, il faut toujours faire une analyse de cycle de la vie, surtout pour les algues, pour tenir compte des effets, des gaz à effet de serre potentiellement qui peuvent être émis lorsqu'on produit, j'allais dire, on empaque et lorsqu'on on transporte ces algues. Donc, en conclusion, vite fait, donc il y a plusieurs stratégies alimentaires qui existent pour réduire le méthane d'origine entérique. Essentiellement, comme il est entérique digestif, c'est à travers la formulation des rations. Je vous ai proposé quelques exemples. On peut utiliser des additifs alimentaires. Donc, on peut aussi combiner différentes stratégies, par exemple le 3-NOP avec du gras végétal pour, j'allais dire, avoir un effet additif et atteindre un taux de réduction plus important. Très important, l'atténuation du méthane d'origine entérique, elle aide, mais elle n'est pas suffisante à réduire l'empreinte de carbone, puisque, comme tout à l'heure l'a montré Dominique, 50% de l'empreinte de carbone provient du méthane entérique. Le reste, c'est essentiellement les aliments puis le fumier. Les obstacles à l'adoption, donc il faut peu importe la stratégie alimentaire, elle ne sera pas adoptée si elle n'est pas associée à une augmentation, une amélioration de la productivité. Il faut bien sûr, dans le futur, qu'il y ait des incitations financières pour encourager l'adoption des stratégies alimentaires par les producteurs. Et surtout, il faut tenir compte de l'acceptation sociale lorsqu'on tient, par exemple, lorsqu'on inclut des additifs alimentaires ou des antibiotiques alimentaires. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Et désolé d'avoir été long, mais si vous avez des questions, je suis là pour répondre à vos questions. Merci Pierre. Merci, Chauki, d'avoir tu t'en es bien tiré. Merci infiniment. Pas 15 Pour jours les questions. finalement, c'est 15 minutes. Oui, oui, oui. On avait compris, cher Chauki. Oui, Alors, pour les questions, ben, comme on a pris un petit peu de retard, bon, on pourra les faire parvenir si besoin est à Chauki, là, qui va se faire un plaisir d'y pas de répondre. problème. Alors, ça sera. On va passer maintenant à la prochaine. euh, on va prendre 2 minutes avec Dominique pour parler d'indices de durabilité. Alors, cher Dominique, est-ce que tu es prêt pour prendre le relais de Chauki? En guise d'introduction, prenons quelques minutes pour vous présenter l'indice de durabilité Lactanet, car il va en être question dans l'entrevue qui suit tantôt avec Viviane, notre productrice témoin. Alors pour ne pas vous mêler, il s'agit ici de durabilité de la gestion du troupeau, et non de la durabilité au sens large du terme, comme nous l'avons vu en introduction du webinaire. Cet indice a été développé par Lactanet il y a 2 ans maintenant. C'est un indice composite à 3 niveaux. On a 10 indicateurs que vous voyez à gauche, agrégés en 4 indicateurs de catégorie, puis ensuite agrégés en un score unique, un indice unique. Cela permet de faire une lecture de la performance et un suivi à différents niveaux selon le besoin.
Il adresse des enjeux de longévité et de réforme des vaches productrices, d'alimentation et de productivité en lait, des génisses et des tors, et enfin de santé. Alors, je ne vais pas passer au travers de tous les 10 critères listés à gauche, car ils sont pour la plupart assez explicites. Je vais seulement m'attarder sur les 3 critères en bleu clair, liés à l'alimentation et à la productivité. On voit donc ici un indicateur d'abord sur des valeurs anormales de la teneur en azote uréique du lait. Ensuite, un indice de régie des vaches qui est calculé à partir du lait réellement produit par les vaches par rapport à ce que leur génétique indiquerait, identifiant ainsi des problèmes de gestion et pas de capacité intrinsèque de l'animal. Et enfin, l'indice de transition qui lui indique spécifiquement si la stratégie de transition en place est efficace sur la base d'un déficit de la productivité en lait projeté par rapport à la productivité attendue sur la base de la lactation précédente. Voici le tableau de bord de l'indice de durabilité où sont présentés les résultats des indicateurs et les évolutions temporelles. Alors l'utilisation et l'interprétation du tableau de bord va être expliquée en situation réelle lors de l'entrevue qui suit avec Viviane. Et oui, pour la prochaine partie, on est vraiment chanceux parce qu'on va avoir le privilège d'écouter une entrevue de Josiane Prince, qui est conseillère chez Lac-La-Net, avec Viviane Mathieu de la ferme Caribou. Alors, on leur laisse tout l'espace disponible, puis c'est vraiment intéressant pour avoir eu la chance de l'écouter. On y va, on est prêt? Bienvenue à la ferme Caribou. Nous sommes présentement à Terrebonne. Je m'appelle Viviane Mathieu. Je suis fièrement la 6e génération de la famille Mathieu qui est ici, présent là, sur les terres depuis 1877. Nous sommes une ferme laitière et nous détenons 280 kg de quota. Donc, nous avons en moyenne 160 vaches en lactation pour un troupeau de 320 têtes au complet. Notre troupeau est constitué de vaches Holstein à 100 elles sont traites là, par système d'un carrousel 20 postes intérieurs 2 fois par jour. Nous cultivons 1000 acres. Donc, nous faisons ensilage d'herbe, ensilage de maïs, maïs grain et soya. Donc, avec ces 4 cultures-là, on réussit à faire un beau plan de rotation de culture. Donc, je vais vous expliquer un peu mon parcours. Je suis allée à l'ITA de Saint-Hyacinthe en transformation de produits alimentaires. Donc, je vais pouvoir vous expliquer un peu plus tard pourquoi j'ai choisi de faire cette technique-là et de reprendre la relève là, de l'entreprise. Je pense que c'est important de vous présenter notre équipe parce que c'est grâce aux personnes qui nous entourent qu'on est là aujourd'hui puis qu'on est fiers de notre entreprise. Donc, je vais commencer par nos 3 travailleurs étrangers qui viennent du Guatemala. Donc, on a Luis Fernando, Luis Hannibal et Carlos. Par la suite, nous avons mes grands-parents qui sont encore très présents sur la ferme. Mon grand-père, Gilbert, ma grand-mère, Claudette. Il y a ma mère, Laure, et mon père qui surveille encore de haut l'entreprise, autant dans l'étable qu'au champ. Il y a moi qui s'occupe de la régie de troupeau, administration, comptabilité. Il y a ma sœur, Véronique, qui est agronome, et Marc-Antoine, ça fait aux alentours de 10 ans qu'il est avec nous. Et nous avons Nancy. Donc, c'est vraiment avec toute cette belle équipe-là qu'on peut aller à un niveau supérieur puis qui nous aide là, à atteindre nos objectifs. En parlant de la durabilité, je pense qu'on peut parler aussi, comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, mon projet, pourquoi je suis allée en transformation alimentaire, c'est parce qu'on se diversifie pour construire une fromagerie dès l'année prochaine. Donc, c'est un projet là, qui nous tient à cœur parce que c'est pour mettre en valeur le lait qui est produit à la ferme et de pouvoir faire découvrir aussi aux consommateurs qu'est-ce qu'est l'agriculture, d'avoir un lien fromage et l'étable jusqu'à la table du consommateur. Donc, vous pourrez vous procurer des fromages affinés là, en 2025 à la ferme Caribou. La durabilité est super importante pour nous. C'est vraiment quelque chose à quoi on tient, d'avoir une ferme laitière qui peut durer dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a mis plusieurs pratiques durables et pour l'environnement qui est bonne. Donc, nous avons des palettes mâchées qui nous servent de RIP pour la litière. On recycle tout le plastique de nos bunkers. On met en place plusieurs engrais verts, cultures de couverture.
Et aussi, là, on participe à des projets et même on est en train de faire notre calcul là, de GES. Donc, on essaye le plus possible de mettre des pratiques en place là, pour la durabilité et l'environnement dans le futur. Donc, bonjour, moi c'est Josiane Prince, agronome. Je suis conseillère en production laitière chez Lactanet dans les Laurentides, puis conseillère sur la ferme Caribou depuis maintenant 2 ans. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler de durabilité, plus précisément de ta régie de troupeau. Là, on se trouve dans ta pouponnière. Dans les dernières années, on a fait beaucoup de changements au niveau des sujets de remplacement. Peux-tu nous parler un petit peu plus du contexte qui a fait que vous avez voulu travailler sur cet aspect-là de votre entreprise? Ça faisait longtemps qu'on savait puis qu'on voulait remettre en question le coût d'élevage qui était élevé depuis plusieurs années. Aussi, on avait une surpopulation au veau et tout dans la relève. Là, on élevait beaucoup de taures comparé aux vaches qui étaient peut-être pas nécessaires là, pour notre troupeau. Donc, ça nous faisait comme un total de ratio sur taures sur vaches de 1,1. Donc, on voit qu'on avait beaucoup de taures pour nos vaches, ce qui occasionnait des problèmes de maladies là, à la pouponnière dû à la surpopulation qui était surtassée là, dans les bâtiments. Donc, c'est vraiment sur ces points-là qu'on s'est basé qu'il faudrait améliorer tout notre élevage. Et d'ailleurs, on voulait améliorer aussi notre pourcentage de troisième lactation, en fait, qu'on avait à 39 là, il y a 2 ans. OK. Puis pourquoi ça vous semblait important de faire vraiment, de poser des actions à ce niveau-là? Bien, parce que dans notre mentalité, on veut toujours s'améliorer. On voulait un troupeau efficace, mais efficace aussi économiquement. Donc, on a essayé de réévaluer là, tout ce qui relève. Donc, on a aussi évalué les rations là, pour avoir un suivi vraiment plus strict là, sur les rations des taures qu'on n'avait probablement pas il y a 2 ans. C'était de l'ensilage de foin, puis on s'en occupait un peu moins. Puis c'est vraiment, on s'est dit que c'est la relève de nos vaches. Fait que des veaux puis des génisses qui vont bien, il y a plus de chances que ça produise plus dans le temps après ça, étant vache. Là. Ça, c'est clair. Puis au niveau environnement aussi, avoir moins de génisses. Oui, exact. Moins de génisses pour faire le même quota, la même production. C'est sûr que ça fait moins de méthane là, au total, avoir moins de génisses pour faire le même lait. Puis selon toi, c'est quoi les points clés pour pouvoir diminuer ton taux d'élevage avec succès dans ton entreprise? Bien, je pense qu'au départ, ça prend une bonne régie globale de l'entreprise pour éviter toute maladie ou toute perte non voulue ou qui n'aurait pas été calculée. Fait que les génisses qu'on met au monde, il faut être sûr de pouvoir les garder jusqu'à la fin. Là. Le taux de réforme est à travailler avant de pouvoir dire OK, on peut diminuer. Fait que ça, c'est un des gros points à s'assurer d'avoir là, avant de passer à l'acte. Sinon, c'est d'établir aussi, par exemple, nous, on prend les poids, là, une régie de poids. Donc, les poids sont pris pour s'assurer vraiment de la croissance puis que l'alimentation est bonne selon l'âge et le groupe là, des animaux. Selon toi, c'est quoi qui doit être mis en place pour pouvoir diminuer son taux d'élevage avec succès? Je pense qu'il faut s'assurer que tous les points soient optimisés au maximum. Donc, c'est pour ça que nous, au tort, avant de changer quoi que ce soit, on a changé les matelas. Donc, on a mis des matelas en mousse mémoire puis des pneus recyclés. Fait que ça améliore le confort de nos torts. Puis, on a ajouté aussi là, beaucoup de ventilation, fait que des ventilateurs à chaque côté de l'étable pour le bien-être, encore une fois, l'été. Donc, s'assurer la croissance puis qu'il soit bien confortable là, pour élever. OK. Donc, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que vous avez mis en place pour travailler sur ces points-là au quotidien? Oui, bien, en fait, ça a bien à donner. On a eu Rodrigo Molano de Lactanet, avec qui on a fait un projet là, sur l'évolution là, de notre élève. Donc, avec Rodrigo et son équipe, dont toi, Josiane, Oui. on a pu prendre les poids vraiment de toutes les génisses à chaque mois. Donc, avec ça, on était capable d'aller chercher des données pour pouvoir calculer le coût qu'on avait, le coût d'élevage, en fait, et de pouvoir, sur ces données-là, s'améliorer puis trouver des solutions. Donc, avec ça, ça nous a vraiment aidé là, à calculer. Avant de faire tout acte, on a calculé.
Puis c'est le fun parce qu'on a calculé aussi les poids après les modifications qu'on avait faites au tard. Il faut dire qu'avec le projet de Rodrigo, on a vraiment été chapeautés, puis c'est vraiment toutes des données qui ont été prises au fil du temps. Ça nous a quand même pris 2 ans là, à arriver à ces données-là, puis à ces résultats-là. C'est pas tous les troupeaux qui peuvent se permettre d'aller à un niveau comme celui-ci. Puis ça dépend vraiment de la régie du troupeau, puis le suivi qu'on est capable de faire par la suite. Puis là, le projet est terminé, mais vous continuez quand même à prendre des poids régulièrement sur vos animaux. Oui, exactement. On a quand même gardé l'habitude parce que c'est des données qui sont vraiment importantes puis qui nous donnent vraiment au jour le jour si ça va bien ou si on a d'autres choses à changer. Donc là, les veaux, on les pèse, dans le fond, à la naissance, sont pesés. Par la suite, ils sont pesés à 8 jours, en fait, à la sortie là, de leur boîte 2 par 2. Et ils sont pesés avant le sevrage et après le sevrage. Donc, on fait un sevrage à 55 jours. Ils sont à volonté là, pendant de la naissance à 55 jours, ils sont à volonté 100%. Et par la suite, on a un sevrage de 20 jours avec une diminution de concentration. Donc, ils finissent avec de l'eau quand ils sont sevrés. Donc, pendant le sevrage, ils ont accès à leur ensilage de maïs, la ration, et un peu de moulée là, pendant la ration. Pendant le sevrage, ils ont accès à ces deux compléments-là. Puis après ça, ils ont plus accès à de la moulée, ils ont seulement de l'ensilage. Si maintenant on parle un peu plus de la période de transition, c'est quoi que vous avez mis en place à ce niveau-là? Pour la période de transition, nos préparations vélage, en fait, on est sur ration anonique. Donc, on fait un suivi quand même assez serré sur les pH urinaires. Donc, avec ça, on est capable d'ajuster notre ration pour que ça délivre bien, qu'on n'ait pas de fièvre de lait, etc. Donc, les départs en lait vont très bien. Par la suite, bien, on a les parcs à vélage parce que nos préparations sont en logette. Et dès qu'on voit qu'il y en a une qui est prête à véler ou qui a crevé ses os, on la transfère dans un parc à vélage sur matelas en mousse mémoire. Donc, elle peut véler là, toute seule dans son parc. Là. Puis, au niveau des vaches, est-ce qu'il y a des changements que vous avez apportés pour améliorer votre productivité? On a eu un gros changement qui est l'ensilage de maïs BMR, qui est un ensilage hyper digestible. Donc ça nous a amené beaucoup de rentabilité en quantité de lait. Donc, on est allé chercher un 2 à 3 litres de lait par vache de plus. Malgré le 10 de rendement de moins dans le champ, ça compense très bien là, économiquement. C'est quelque chose qui nous a beaucoup amélioré. Au niveau de l'efficacité alimentaire? Oui, exactement aussi. Puis avec l'ajout de toute l'équipe aussi là, de Lactanet, bien, on fait aussi un suivi vraiment plus fréquent sur la ration des vaches, puis tout ce qui englobe l'efficacité alimentaire. Là. Puis au niveau de l'étape des vaches en lactation, au niveau bien-être animal, confort, qu'est-ce qui a été mis en place? Bien, nous, ça a toujours vraiment été une priorité, le bien-être. Fait que c'est des choses qui étaient déjà en place, mais on est toujours en amélioration. Tu vois, les vaches sont logées sur matelas d'eau. Avec une fine couche de litière. Puis sinon, l'été, on n'a pas de baisse de production grâce à toute la ventilation qu'on a rajoutée, tous les ventilateurs qu'on met aux vaches. L'été, là, ça fait très bien le travail. Avec tes données de contrôle laitier et les données de ton logiciel de gestion de troupeau, tu es capable d'avoir beaucoup d'informations. Est-ce que tu es capable de nous dire un peu c'est quoi les résultats qui ont découlé de tous ces changements-là? Oui, bien, si on revient, mettons, pour comparer, il y a 2 ans, on était, comme je disais, on était à 1,1 tort sur vache. Et maintenant, on est à 0,63 tort sur vache. Donc, on voit qu'on a vraiment diminué nos génisses pour le nombre de vaches qu'on a. Donc, ça a vraiment eu un gros impact sur ce calcul-là. Et après, on a au troisième veau et plus, que le pourcentage, en fait, par le graphique, on voit bien que année par année, on augmente notre pourcentage. Donc, cette année, on est rendu à 48 de troisième veau et plus, qu'auparavant, on était beaucoup moindre. Est-ce que ça a eu un impact sur vos frais vétérinaires? Non, c'est ça. On voit que les frais vétérinaires ont resté les mêmes. Même si on a plus de vieilles vaches, nos frais sont vraiment restés égaux à avant. C'est sûr qu'avant, la raison du pourquoi on avait moins de troisième veau et plus, c'est qu'on avait tellement de génisses
qui rentraient dans le troupeau que c'est les troisièmes veaux et plus qui sortaient en premier parce qu'on avait une rotation vraiment plus élevée qu'en ce moment, on n'a pas. Puis qui n'était pas nécessaire de sortir ces troisièmes lactations-là parce qu'en ce moment, elles sont dans les tables puis ils sont payantes, là, plus que si on aurait un gros taux de réforme involontaire, en fait. Puis au niveau de l'âge au premier vélage, parce qu'en suivant le poids des génisses, on est capable de mieux adapter notre régie de saillie. À quoi ça ressemble maintenant? Bien, effectivement, avant, on était à 2 ans et 1 mois, avant qu'on fasse tous les changements là, avec le projet de Rodrigo, justement. Et en améliorant les rations de chaque groupe de taures, on a pu avoir un poids plus élevé puis les saillir un peu plus tôt. Donc maintenant, on est rendu là, avec un vélage là, à 1 an et 10 mois. Donc, tout ça a eu des beaux impacts au niveau économique pour l'entreprise, je suppose. Oui, c'est sûr. Tout joue un rôle vraiment économique. Chaque action qu'on a pu causer a fait un bénéfice là, à l'entreprise. Donc, ce que vous avez mis en place au niveau de la régie semble porter fruit. On peut le voir sur votre indice de régilet qui a augmenté de près de 1000 points dans les 2 dernières années. Donc, en plus des améliorations génétiques qui sont faites dans le troupeau, on peut voir l'amélioration que la régie a sur votre productivité. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des chiffres derrière tout ça, niveau productivité du troupeau? Quelles sont les différences entre 2020 et aujourd'hui? Oui, bien, justement, côté durabilité, on peut parler, soit en fait, depuis 2020, on a 44 kilos de plus en production pour 40 vaches de plus, mais 50 génisses de moins. Donc, encore là, le ratio tard sur vache, comme qu'on a expliqué plus tôt, joue un rôle important. Là, on fait plus de lait, mais avec moins de tête totale. Donc, ça, c'est vraiment un impact qui peut jouer là-dessus. Puis sur notre indice de régie, en fait, c'est vraiment plein de petits aspects qui font en sorte qu'on est capable d'aller chercher ce niveau-là de régie. On regarde l'indice de durabilité de la ferme Caribou, on est capable de voir qu'ils se sont toujours très bien positionnés au niveau du rang centile pour l'indice global. Donc, en ce moment, ils sont au 98e percentile. Si on regarde leur historique, là, on peut voir qu'ils se sont toujours maintenus dans le top 10% au pays. Maintenant, pour ce qui est des différents critères de l'indice de durabilité, si on commence par la longévité et la réforme, au niveau des vaches en 3e lactation et plus, on peut observer qu'ils se trouvent au-dessus de la moyenne du pays. Puis on peut voir aussi une belle amélioration là, au cours des 2 dernières années. Même chose au niveau de la réforme involontaire du troupeau. Donc, si on regarde au niveau de l'indice de régilet du troupeau, en fait, pour faire un petit rappel là, de ce qu'est exactement l'indice de régilet, dans le fond, vu que le troupeau se trouve à 1655, ça veut dire que leur régie leur permet de produire 1655 kilos de plus que ce que la génétique devrait leur permettre de produire. Donc, on peut voir que les efforts qu'ils ont mis au cours des dernières années ont porté fruit là, parce qu'on voit une belle amélioration depuis 2020 de près de 1000 points de différence. Le dernier sous-critère pour la portion alimentation et production, c'est l'indice de transition. On peut observer que depuis 2021, le troupeau se trouve en très bonne position avec un indice très positif au-dessus de 1000 points. Et, on sait que la période de transition est cruciale pour avoir des bons départs en lait. Donc, on constate que ce qui a été mis en place là, semble très bien fonctionner au sein du troupeau. Ils mettent leur chance de leur côté là, pour que la période de transition se déroule bien. Finalement, le dernier critère qui serait important de regarder, ça serait l'âge au premier vélage, parce que Viviane en a parlé un petit peu là, de l'adaptation qui a été faite à ce niveau-là. En 2020, on se trouvait à un âge au premier vélage de 2 ans, 1 mois. Puis maintenant, on tourne plus autour là, de 1 an, 10 mois. Donc, on peut voir une belle amélioration à ce niveau-là qui se reflète là, sur le graphique de l'indice de durabilité. Tantôt, tu m'as parlé du projet à Rodrigo. On avait fait un calcul de génisses à élever par mois. Est-ce que ces objectifs-là ont été atteints? On est rendu où? Bien, en fait, Rodrigo nous avait calculé qu'on avait un besoin de 5 génisses par mois
pour subvenir là, à notre relève. Nous, on trouvait ça que c'était vraiment pas beaucoup parce qu'on était à 10-12 génisses par mois en 2020, donc avec moins de kilos de quota et tout. Donc, ça, c'était trop. 10 à 12 génisses par mois. Rodrigo souhaitait 5 génisses par mois. Donc, on a mis ça à 6 à 7 génisses par mois qu'on avait pendant les 2 années qui viennent de passer. Maintenant, là, avec l'évolution de l'entreprise, on vise plus le 8-9 génisses par mois là, pour avoir assez de relève pour subvenir là, à la production qui augmente là, année après année. Ouais, pour les projets d'agrandissement de l'entreprise. C'est ça, exactement. Là, on veut agrandir aussi l'étable. Puis, on a besoin de génisses là, pour pouvoir faire plus de quotas. Donc, on a rectifié le tir avec le nombre de génisses, tout en gardant quand même un niveau respectable là, sans aller trop haut pour qui n'est pas nécessaire, en fait. Là. OK, donc les objectifs de l'entreprise puis de l'équipe de travail évoluent dans le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus? Là? Je sais que tu viens d'en aborder un petit peu sur l'agrandissement de l'entreprise, mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines années? Oui, bien, un projet qu'on tient depuis quelques temps, ce serait de mettre les préparations vêlage en baie de parc. Fait que ça, c'est vraiment un côté du bien-être animal qu'on peut grandement améliorer. Donc, pendant l'agrandissement de l'étable, des vaches, on va pouvoir ajouter des logettes, mais aussi de la place pour nos préparations puis pour nos taris pour avoir maximiser encore plus le vêlage puis par la suite les veaux. Mais avant tout ça, il faut passer 3 traites. On veut vraiment rentabiliser l'étable qu'on a là en ce moment. Donc, à 2 traites, ça va bien, mais on va attendre que l'étable soit pleine à 3 traites avant de passer à l'agrandissement. C'est vraiment toutes des pratiques qui sont assez récentes. Donc, on ne voit pas tous les résultats encore aujourd'hui. Des fois, ça peut prendre 2 ans avant qu'on voie l'effet des actions qu'on a pu poser. Mais à date, ça s'en va quand même dans le bon chemin. On est content d'avoir fait les changements. Je pense que pour terminer, vous avez travaillé beaucoup dans votre entreprise. Qu'est-ce que tu recommanderais aux autres entreprises qui veulent faire des changements importants comme vous avez fait ici sur la ferme? Mais je pense que en premier lieu, c'est de savoir où on veut aller, jusqu'à où on veut aller, puis de savoir si on est capable, si on a tout le personnel pour, puis aussi les ressources pour pouvoir aller de l'avant avec des projets ou des pratiques là, plus durables ou pour pouvoir mieux élever. C'est aussi, je parlais de l'entourage, mais ça, c'est quand même un très, très gros point. Dans le fond, c'est vraiment du cas par cas. Je suppose ce qui est applicable chez vous n'est pas nécessairement applicable ailleurs. Non, c'est sûr, parce que chaque entreprise a des points à améliorer que nous, on n'a pas ou que d'autres entreprises ont puis que nous, on n'a pas les mêmes objectifs. En fait, là, chaque entreprise a ses défis puis a ses objectifs. C'est différent pour tout le monde. Puis ça dépend aussi le niveau de régie qu'on est capable d'aller atteindre. Là. Puis c'est sûr que quand on veut faire des projets importants comme ça, ben il y a toujours le côté monétaire à prendre en compte. Comment vous vous y prenez à ce niveau-là? Bien, toute action doit être calculée avant, justement pour savoir quel risque on est prêt à prendre. Puis si c'est un gros risque ou un petit risque monétairement. Puis après ça, suite à des données qu'on a prises puis à des calculs, on est capable de prendre une décision plus éclairée, à savoir si on va vers ce choix-là ou l'autre choix, dépendamment qu'est-ce que les calculs ont pu démontrer, comme toutes les actions qui ont pu être mises en place là, sur la ferme pour améliorer la relève. Bien, ça a été calculé, puis on a pris la décision d'aller de l'avant parce qu'on avait des résultats positifs puis des calculs qui avaient été faits. Pour montrer que c'était rentable d'aller de l'avant. Exactement. Merci, Viviane. Bien, merci, Josiane. Alors, merci beaucoup, Josiane. Puis, on a la chance de l'avoir avec nous. On a une question pour elle. Alors, si tu veux bien allumer ta caméra et ton son aussi. Alors, bonjour, tu salueras ton grand-papa, Gilbert, de ma part, s'il te plaît, que j'ai bien connu.
il doit te regarder avec beaucoup de fierté, puis il a bien raison. Alors, on a une question pour toi, c'est qu'est-ce qui explique que vous avez décidé d'élever 6-7 génisses au lieu de 5 par mois, comme Rodrigo de Lactanet vous le suggérait? Bien, c'est sûr que la réponse est quand même assez simple. De passer de 12 à moins que la moitié, à 5, 6, c'était très drastique pour nous autres là, de faire un changement d'un coup comme ça. Ça peut paraître un peu épeurant. Fait qu'on a décidé d'y aller vraiment étape par étape. Tu vois, là, aujourd'hui, on est rendu à 8 génisses par mois. Il faut savoir aussi que c'est un calcul qui évolue dans le temps. Tu ne fais pas le calcul puis tu es de même pendant 5 ans parce que pas, on est toujours en achat de quotas. On a des projets d'agrandissement pour la ferme laitière. Fait que, je te dirais que c'est en ajustement à chaque mois, à chaque année. Puis on a choisi aussi, en fait, de ne pas faire ça trop drastiquement. Puis c'est vraiment Rodrigo, le calcul était bien fait. On avait des pourcentages de sécurité, de mortalité qui ont été pensés. Mais c'est ça, c'est une question aussi pour nous autres, la différence de nombre de génisses par mois. Puis sinon, c'est aussi, c'est bien beau théoriquement aussi, mais à l'étape, des fois, on peut avoir des bad luck ou peu importe. Fait que c'est de sécuriser encore un peu plus. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller comme ça. On te remercie beaucoup autant pour la vidéo que pour le temps que tu nous as consacré. On te remercie, c'était clair, c'était intéressant. Puis vraiment, là, toute ta famille peut être fière de toi. Ça, c'est certain. Ça me fait plaisir. Fait qu'on passerait maintenant à un petit peu plus d'informations avec Dominique sur les pratiques durables. Vas-y, Dominique, c'est à ton tour. On résume ici avec ce tableau comment les principales pratiques de gestion bénéfique associées aux deux thèmes du webinaire, c'est-à-dire l'alimentation et le méthane entérique et la gestion du troupeau, vont pouvoir, en plus de permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre, potentiellement améliorer la productivité en lait et comment le retour sur investissement se positionne et finalement le niveau de réduction de l'empreinte carbone. Alors certaines pratiques contribuent à la séquestration du carbone, alors qu'ici, on se concentre à vous présenter des pratiques qui contribuent activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité de la production. Pour ces trois pratiques de gestion bénéfique ou groupes de pratiques de gestion bénéfique, le potentiel sur le bilan des gaz à effet de serre de la ferme peut être supérieur à 15%. Alors, c'est un ordre de grandeur, bien sûr, et ça reste un potentiel, car il y a toujours une grande variabilité en pratique d'un troupeau à l'autre. Et pour terminer sur un exemple concret, voici les résultats d'un cas d'étude. Il est issu du projet pilote Agri-Climat, présentement en cours au Québec, où plus de 30 fermes commerciales, jusqu'à présent, ont été évaluées pour leur bilan de gaz à effet de serre sur une première année, puis conseillées pour des changements de pratiques, puis réévaluées à nouveau pour le bilan des gaz à effet de serre. Alors, dans le cas présenté ici, le taux de remplacement était particulièrement élevé par rapport à la moyenne. On avait 88 génisses pour 90 vaches en 2021. Alors, il a été décidé de maintenir les vaches en production pour réduire le besoin en génisses de remplacement. Et en l'occurrence, pour cette ferme, on a réduit la relève de 88 à 55 génisses, ce qui a permis de réduire les GES propres à ces animaux, c'est-à-dire le méthane entérique et les gaz à effet de serre associés à la gestion du fumier propre à ces animaux. Et ensuite, le bilan global des gaz à effet de serre de la ferme a été réalisé et l'empreinte carbone du lait qui en résulte a été calculée. Alors on voit ici que l'empreinte carbone a été réduite de 6% en 2023 par rapport à 2021, tout en maintenant la productivité et les revenus du lait, ce qui permet de réduire les dépenses ou alors d'allouer l'argent épargné pour d'autres activités ou d'autres investissements. Donc c'est un bel exemple gagnant-gagnant pour l'environnement et l'économie. Et pour conclure, il faut garder à l'esprit que c'est par la multiplication de plusieurs actions sur plusieurs sources de gaz à effet de serre importantes à la ferme ou au champ qu'au final, les bénéfices pourront s'additionner pour des réductions substantielles des gaz à effet de serre. Alors, on voit à l'écran les différents programmes, informations qu'on peut recueillir sur le sujet.
Vous en avez des producteurs laitiers du Canada, de Lactanet, mais il y a aussi d'autres sources qui peuvent vous permettre d'aller chercher des programmes qui peuvent vous aider si vous voulez initier un projet en durabilité. Alors, vous avez ici la liste complète qui va être aussi disponible, qui est aussi disponible sur les différentes plateformes de Lactanet. Alors, on serait maintenant rendu à la fin. Bon, tout d'abord, on se rappelle que ce webinaire a été financé par les producteurs laitiers du Canada. Il a été organisé par Lactanet dans le cadre du projet national de transfert du savoir en production laitière des PLC. On vous remercie beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui. Puis, même heure, même poste. Jeudi prochain, le 21 mars, cette fois-ci, on va parler génétique et gestion du fumier. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à la belle équipe de Lactanet aussi qui m'a accompagné dans cette aventure. On se revoit jeudi prochain.